Le Sahel a changé d'axe en quelques mois à peine. Tandis que le lithium de Buguni attire les grandes puissances, le Burkina Faso est passé d'une relative discrétion à l'épicentre d'une rivalité géopolitique où se mêlent souveraineté, ressources stratégiques et contrôle du récit, bouleversant des équilibres longtemps figés. Que signifie concrètement pour vous le choix d'Ibrahim Traoré de rompre avec l'ordre établi, alors que ces décisions semblent lointaines mais structurent déjà l'avenir énergétique et politique mondial? Un pays longtemps ignoré devient soudain un point de bascule. Ce récit s'engage à clarifier ce qui se joue réellement derrière des décisions institutionnelles présentées comme techniques, mais dont les effets dépassent largement le cadre national. Il promet une chose simple: comprendre les enjeux réels, sans slogan ni raccourci, en reliant les choix politiques aux conséquences économiques, sociales et géopolitiques qui en découlent. L'intérêt pour le spectateur n'est pas abstrait. Les ressources stratégiques, les chaînes d'approvisionnement et les rapports de force internationaux façonnent déjà le prix de l'énergie, la stabilité régionale et la sécurité économique mondiale. À ce stade, l'enjeu principal tient dans un risque clair: confondre rupture symbolique et transformation effective. D'un côté, la réaffirmation de souveraineté peut ouvrir des marges de manœuvre nouvelles pour les États et les populations. De l'autre, elle expose à des pressions accrues, à des réajustements brutaux d'alliances et à des coûts immédiats souvent supportés par les acteurs locaux. Comprendre cette tension permet d'évaluer si les choix actuels constituent un pari maîtrisé ou une prise de risque aux effets durables. En moins d'un an, l'équilibre régional s'est inversé de manière inattendue. Les observateurs ont recensé plus d'une dizaine de ruptures diplomatiques impliquant directement le Burkina Faso, un chiffre révélateur d'une dynamique que peu d'analystes anticipaient à cette vitesse. Cette accélération soudaine indique que les choix institutionnels récents ne relèvent pas d'ajustements marginaux, mais d'un déplacement plus profond des lignes d'alliance au Sahel. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît sous un angle nouveau. Il n'est plus seulement perçu comme un acteur militaire issu d'une transition interne, mais comme un point de friction dans un système régional façonné par des décennies d'influences extérieures. Sa trajectoire s'inscrit dans un espace géopolitique où s'entremêlent lutte contre l'insécurité, dépendance sécuritaire et compétition autour de ressources devenues stratégiques à l'échelle mondiale. Le Sahel, longtemps considéré comme une périphérie instable, s'est progressivement transformé en zone de convergence des intérêts internationaux. La confirmation de l'importance du lithium de Buguni a joué un rôle d'accélérateur. Ce gisement, situé dans un environnement déjà fragilisé, attire des États engagés dans la transition énergétique et soucieux de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Dès lors, chaque décision politique locale résonne bien au-delà des frontières nationales. La mini-révélation tient ici dans un paradoxe. Plus les pays du Sahel tentent de reprendre la maîtrise de leurs choix, plus leurs décisions produisent des effets globaux immédiats. Les ruptures diplomatiques, loin d'être isolées, s'agrègent en un signal collectif indiquant que la région n'accepte plus un cadre hérité sans le renégocier. Cette bascule rapide explique pourquoi le Burkina Faso, sous l'impulsion visible d'Ibrahim Traoré, se retrouve projeté au centre d'un débat mondial sur la souveraineté, la valeur des ressources et le droit de définir ses propres priorités. Au-delà des annonces officielles, les recompositions prennent forme à travers des acteurs discrets qui traduisent les décisions politiques en pratiques concrètes. Dans les zones frontalières, dans Medinah-Minach, des agents administratifs locaux décrivent un changement notable de leur marge d'action.
Des dossiers auparavant conditionnés à des validations extérieures sont désormais traités au niveau régional, raccourcissant les délais et modifiant la perception de l'autorité publique. Ce déplacement opérationnel, modeste en apparence, redéfinit la relation entre l'État et les territoires. Un autre angle s'observe au sein des unités chargées de sécuriser les axes commerciaux. Avant les réajustements institutionnels, la coordination avec des forces étrangères était quasi automatique. Aujourd'hui, les priorités se décident plus près du terrain, avec des arbitrages orientés par les besoins locaux. Cette autonomie accrue n'efface pas les contraintes matérielles, mais elle change la logique d'intervention et la responsabilité associée aux résultats. Ces premiers effets ne sont ni uniformes ni immédiatement stabilisateurs. Dans certaines zones rurales, la transition suscite des inquiétudes liées à la continuité des soutiens logistiques et financiers. Ailleurs, elle alimente l'idée d'une reprise en main progressive, perçue comme une étape nécessaire après des années de dépendance. Le point commun réside dans un sentiment partagé. Les décisions ne sont plus entièrement importées. Elles sont discutées et appliquées sur place. Ce prisme humain permet de comprendre l'enjeu central. La souveraineté n'est pas qu'un concept institutionnel. Elle se mesure à la capacité des acteurs de terrain à agir, à décider et à rendre compte. C'est là que le ce qui compte vraiment devient tangible. La politique change quand le quotidien suit. La séquence s'active par une décision qui, à première vue, paraît strictement institutionnelle. La dissolution d'un organe électoral soutenu par une puissance étrangère agit comme un signal clair. Le cadre antérieur n'est plus accepté tel quel. L'annonce circule rapidement, relayée par les médias régionaux puis internationaux. En quelques heures, elle déclenche une première vague de réactions, oscillant entre incompréhension, critique et inquiétude quant à la trajectoire politique du Burkina Faso. Ce moment marque l'activation du processus. La réaction ne tarde pas. Les partenaires extérieurs interprètent ce geste comme une remise en cause directe de mécanismes établis depuis des années. Les discours se durcissent. Les qualificatifs de instabilité et de risque s'imposent dans les analyses publiques. Cette lecture, largement diffusée, tend à réduire la décision à une posture autoritaire sans toujours intégrer le contexte de dépendance structurelle dans lequel elle s'inscrit. Pourtant, sur le terrain, la perception diffère sensiblement. La mesure est comprise comme un acte d'affirmation politique destiné à reprendre la maîtrise d'institutions clés. Vient ensuite la phase de contre-attaque narrative. Les autorités burkinabées, sous la figure visible d'Ibrahim Traoré, insistent sur la continuité de leur choix et sur la nécessité de replacer la souveraineté au centre du débat. Le récit officiel met en avant l'idée d'une responsabilité directe envers les populations plutôt qu'une conformité à des attentes extérieures. Cette prise de parole ne vise pas seulement à répondre aux critiques, elle cherche à redéfinir le cadre de lecture même des événements, en opposant autonomie décisionnelle et dépendance héritée. Dans le même temps, le contexte régional agit comme un amplificateur. La découverte confirmée de l'importance du lithium de Buguni dans un environnement déjà marqué par l'insécurité ajoute une dimension économique majeure à la chronologie. Les analystes commencent à relier les points: décision institutionnelle, rupture diplomatique, compétition autour des ressources stratégiques. Ce faisceau d'indices transforme une séquence nationale en enjeu régional puis mondial. Le repositionnement s'opère alors à plusieurs niveaux. Certains États africains expriment un soutien discret ou explicite à la démarche burkinabé, y voyant une tentative de rééquilibrage longtemps attendue. Des voix issues de la société civile et des milieux économiques
relaie cette lecture, affirmant le droit de mieux contrôler l'usage et la valeur des ressources. À l'inverse, d'autres acteurs adoptent une posture d'attente prudente, conscients des risques associés à une rupture trop brutale avec les partenaires traditionnels. Cette ligne d'événements révèle une dynamique essentielle. Chaque étape produit un écho qui dépasse son intention initiale. La dissolution d'un organe électoral n'est plus seulement un acte administratif, elle devient un point de cristallisation où se rencontrent souveraineté politique, contrôle des ressources et bataille du récit. Ibrahim Traoré, dans cette chronologie, ne se limite pas à incarner une fonction. Il cristallise une confrontation entre deux logiques opposées, celle d'un ordre établi fondé sur l'influence extérieure et celle d'une tentative de redéfinition autonome des priorités nationales. Le point de départ est clair. La demande mondiale de lithium a augmenté de 50% en une seule année, puis la réalité se déplace brutalement lorsqu'on observe la part effectivement captée par l'Afrique. Ce basculement entre potentiel et résultat constitue le premier indicateur chiffré qui éclaire la situation actuelle du Sahel. Une ressource stratégique devient centrale pour la transition énergétique mondiale, mais son exploitation reste profondément déséquilibrée. Le premier chiffre structurel concerne donc la demande. En 2023, la progression rapide du lithium s'explique par l'accélération des politiques énergétiques, la multiplication des batteries et la sécurisation des chaînes industrielles. Cette croissance soutenue transforme le lithium en levier géopolitique. Lorsqu'un minerai voit sa demande bondir de cette manière, il cesse d'être un simple produit extractif pour devenir un facteur de pouvoir. Les pays qui contrôlent son accès influencent directement des secteurs entiers de l'économie mondiale. Le deuxième indicateur révèle un contraste frappant. Malgré des réserves significatives sur le continent, la production africaine de lithium ne représente qu'environ 5% de l'offre mondiale. Ce décalage met en lumière un verrou structurel. La valeur est majoritairement créée ailleurs, tandis que l'extraction se fait localement. Autrement dit, la richesse potentielle ne se traduit pas en capacité économique proportionnelle pour les pays producteurs. Cette disproportion explique pourquoi la question du contrôle des ressources dépasse le cadre technique pour devenir un enjeu politique central. Le troisième chiffre concerne l'environnement d'investissement. Les analyses disponibles indiquent que les investissements étrangers dans les pays du Sahel ont reculé d'environ 30% après l'intensification des opérations militaires extérieures. Cette contraction n'est pas neutre. Elle affecte directement la construction d'infrastructures, la création d'emplois et la diversification économique. Contrairement au discours souvent avancé, la présence sécuritaire accrue n'a pas produit un climat de confiance durable pour les investisseurs, mais plutôt une incertitude prolongée. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une mécanique cohérente. Une ressource stratégique voit sa valeur mondiale exploser. Le continent qui en dispose reste marginal dans la production réelle. Et l'environnement géopolitique freine les investissements capables de transformer ce potentiel en développement. Ce triangle chiffré permet de comprendre pourquoi les décisions politiques prennent une portée disproportionnée dans la région. C'est dans ce cadre que les choix associés à Ibrahim Traoré prennent sens. Ils s'inscrivent moins dans une logique de rupture symbolique que dans une tentative de corriger des écarts mesurables entre ressources disponibles, valeurs créées et contrôle effectif. Les chiffres ne racontent pas une intention, mais ils révèlent un déséquilibre durable. Et c'est précisément ce déséquilibre qui transforme le débat sur la souveraineté en enjeu quantifiable, observable et contesté. Deux interprétations structurent aujourd'hui le débat autour de la réorientation politique engagée au Burkina Faso et, plus largement, au Sahel.
La première considère que l'intervention étrangère demeure un pilier indispensable de la stabilité régionale. Selon cette lecture, les forces extérieures apportent une capacité militaire, logistique et technologique que les États locaux ne peuvent encore déployer seuls. Dans un environnement marqué par l'insécurité transfrontalière et la pression sur les ressources, s'éloigner de ces appuis serait synonyme de fragilisation accrue. Cette position met également en avant l'argument économique. Les partenariats internationaux sont perçus comme des vecteurs d'investissement, de transfert de compétences et de financement des infrastructures. Dans cette logique, car rompre ou réviser brutalement ces relations ferait peser un risque immédiat sur des économies déjà vulnérables. Le maintien d'un cadre sécurisé et prévisible, même imparfait, serait préférable à une autonomie jugée prématurée. La seconde lecture défend l'idée inverse. Elle affirme que la dépendance prolongée envers des acteurs extérieurs a freiné la consolidation des institutions locales et maintenu les pays du Sahel dans une position subalterne au sein des chaînes de valeur mondiales. Les critiques soulignent que l'exploitation des ressources stratégiques profite majoritairement à des sociétés étrangères, tandis que les retombées locales restent limitées. Dans cette perspective, l'intervention sécuritaire n'a pas résolu les causes profondes de l'instabilité et a parfois aggravé la défiance des populations. Face à ces deux récits, la position associée au choix d'Ibrahim Traoré s'appuie sur des données observables. La baisse significative des investissements après l'intensification des opérations étrangères ou encore la faible part de production africaine dans le marché mondial du lithium constituent des éléments concrets. Ils suggèrent que le statu quo n'a ni garanti la stabilité durable ni favorisé une répartition équitable de la valeur. Ainsi, la confrontation ne se réduit pas à un clivage idéologique. Elle interroge la capacité des États africains à transformer leurs ressources en levier de développement, plutôt qu'en prolongement d'intérêts extérieurs. Le débat porte moins sur la rupture en soi que sur l'efficacité réelle des modèles qui ont prévalu jusqu'ici. Ce basculement ne tient pas à une décision isolée, mais à un changement de gravité dans la manière dont pouvoir, ressources et récits s'articulent désormais au Sahel. Ce qui semblait périphérique devient structurant, et ce déplacement modifie la lecture des alliances africaines bien au-delà du Burkina Faso. À mesure que la valeur stratégique du lithium s'impose, la compétition géopolitique se reconfigure. Les acteurs extérieurs ne regardent plus seulement des territoires instables, mais des nœuds économiques capables d'influencer la transition énergétique mondiale. Cette évolution oblige les États voisins à réévaluer leur position, leurs partenariats et leurs marges de négociation. Les discours officiels changent de tonalité et les prudences diplomatiques remplacent parfois les condamnations initiales. Dans cet espace recomposé, les décisions d'Ibrahim Traoré prennent une portée qui dépasse leur intention première. Elles signalent que la souveraineté ne se limite pas au contrôle institutionnel, mais inclut la capacité à définir ce qui compte, ce qui a de la valeur et ce qui mérite d'être protégé. Le point médian du récit réside là. La bataille n'est plus seulement militaire ou politique, elle est narrative et économique. Cette révélation recentre la suite de l'analyse. Si le cœur du jeu a bougé, alors les conséquences ne peuvent être évaluées uniquement à l'échelle nationale. Elles doivent être observées là où les équilibres régionaux, économiques et sociaux commencent déjà à se transformer. Les recompositions engagées ne restent pas abstraites. Elles produisent des effets mesurables pour quatre ensembles d'acteurs qui vivent directement la transformation des équilibres régionaux. À ce stade, les décisions associées à Ibrahim Traoré cessent d'être uniquement analysées comme des gestes politiques et deviennent des facteurs concrets d'ajustement du quotidien.
Pour les populations locales, la redéfinition des alliances extérieures modifie la circulation de l'aide et l'organisation des services publics. Dans certaines zones rurales, la réduction ou la reconfiguration des dispositifs étrangers crée des inquiétudes immédiates sur la continuité des soutiens, notamment en matière de sécurité et d'assistance logistique. Dans d'autres territoires, cette transition est perçue comme une opportunité. Les autorités régionales gagnent en autonomie et traitent directement des dossiers auparavant externalisés. Ce double mouvement génère à la fois prudence et attente selon les contextes locaux. Du côté des acteurs économiques, en particulier les petites structures liées à l'extraction, au transport ou aux services, la montée en puissance du lithium attire une attention nouvelle. Les perspectives restent incertaines, car le contrôle des chaînes de valeur demeure largement extérieur. Toutefois, le débat public sur la redistribution des bénéfices Cocemani commence à influencer les décisions locales. Certains entrepreneurs espèrent en fait l'émergence de cadres plus favorables au développement interne, tandis que d'autres redoutent une intensification des tensions autour des zones minières les plus convoitées. Les professionnels de la sécurité subissent des ajustements directs. La réduction de la coordination automatique avec des forces étrangères oblige à adapter rapidement les méthodes et les priorités. Dans certains secteurs, cette autonomie accrue permet des interventions plus ciblées et mieux alignées sur les besoins du terrain. Dans d'autres, le manque de ressources et de moyens techniques accentue la pression sur des unités déjà sollicitées. Les espaces proches des zones minières illustrent cette tension, où la valeur stratégique des ressources renforce à la fois les risques et les responsabilités. Enfin, les États voisins observent attentivement. Les choix du Burkina Faso agissent-ils comme un signal régional? Certains gouvernements réévaluent leur propre partenariat, conscients que la transition énergétique mondiale accroît la valeur de leurs ressources. D'autres adoptent une posture d'attente, cherchant à mesurer les coûts et les bénéfices d'une réorientation similaire. Dans les deux cas, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré influence les calculs diplomatiques bien au-delà des frontières nationales. Ses conséquences convergent vers un constat. La souveraineté, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, produit des effets différenciés mais tangibles. Elle redessine les priorités, redistribue les risques et oblige chaque acteur à se repositionner dans un environnement devenu plus incertain, mais aussi plus ouvert aux recompositions. À partir des dynamiques déjà observables, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'évaluer comment les rapports de force pourraient évoluer si certaines tendances se prolongent ou s'infléchissent. Dans un premier temps, le scénario de base prolonge la reconfiguration actuelle sans rupture majeure. Le Burkina Faso maintient une ligne d'autonomie politique tout en conservant des partenariats fonctionnels. Les tensions diplomatiques persistent mais se stabilisent dans un équilibre fragile. Les États du Sahel renforcent une coopération pragmatique cherchant à limiter la dépendance extérieure sans s'en affranchir totalement. Les débats autour des ressources stratégiques gagnent en visibilité sans encore produire de transformation profonde des chaînes de valeur. Si cette trajectoire prévaut, la région s'installe dans une normalité hybride marquée par une souveraineté affirmée mais contrainte. Ensuite, le scénario optimiste suppose une amplification maîtrisée de la dynamique engagée. Plusieurs États africains adoptent des positions convergentes, ce qui renforce leur pouvoir de négociation collective. Les partenariats étrangers évoluent vers des accords plus équilibrés, intégrant davantage de retombées locales. Les institutions se consolident progressivement, permettant un meilleur contrôle des secteurs stratégiques. Dans ce cadre, les choix associés à Ibrahim Traoré deviennent un précédent
qui facilite une réorientation régionale plus large, sans provoquer de rupture brutale avec l'environnement international. Enfin, le scénario pessimiste repose sur une intensification des pressions extérieures. Inquiète de perdre l'accès à des ressources essentielles, certaines puissances multiplient les leviers diplomatiques, économiques ou sécuritaires. Les tensions frontalières s'aggravent, en particulier autour des zones minières. Les flux d'investissement se contractent davantage, accentuant les fragilités économiques. Si cette trajectoire s'impose, la souveraineté affirmée se paie à court terme par une instabilité accrue et une polarisation régionale. Dans les trois cas, un principe conditionnel s'impose. Si les États africains parviennent à coordonner leurs stratégies et à renforcer leurs capacités internes, alors les marges de manœuvre s'élargiront, quelle que soit la réaction extérieure. L'enjeu n'est donc pas le choix d'un scénario idéal, mais la préparation à des trajectoires incertaines. Les transformations en cours au Sahel ne concernent pas uniquement les acteurs directement impliqués. Elles produisent des résonances qui touchent des publics plus larges, parfois éloignés géographiquement, mais déjà connectés à ces dynamiques par l'économie, la technologie et les choix politiques de Dubachik globaux. Pour les jeunes générations, la question de la souveraineté des ressources prend une dimension nouvelle. Le lithium n'est pas un concept abstrait. Il alimente les batteries, les infrastructures numériques et les outils de la transition énergétique. Comprendre qui contrôle son extraction et sa valeur revient à interroger la durabilité des modèles économiques futurs. Les décisions prises aujourd'hui au Sahel influencent donc indirectement l'accès à des technologies clés et la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les diasporas africaines perçoivent ces évolutions à travers un prisme différent. Beaucoup suivent avec attention les débats autour de l'autonomie politique et économique, car ils touchent à des récits longtemps construits depuis l'extérieur. La réaffirmation de contrôle sur les ressources nourrit l'espoir d'un développement moins dépendant, mais aussi la crainte de tensions accrues. Ces discussions influencent les projets d'investissement, les transferts financiers et le lien symbolique avec les pays d'origine. Pour les citoyens d'autres régions du monde, la recomposition du Sahel rappelle une réalité souvent sous-estimée. La transition énergétique crée une interdépendance accrue. Les ressources extraites dans des zones disputées conditionnent la stabilité des marchés et la continuité industrielle ailleurs. Les choix africains cessent d'être périphériques, ils deviennent des variables centrales d'un système global. À ce niveau, l'enjeu n'est pas de prendre parti, mais de reconnaître une évidence. Les décisions associées à Ibrahim Traoré et aux dynamiques régionales invitent chacun à reconsidérer la distance supposée entre les mutations africaines et les transformations économiques mondiales en cours. La trajectoire ouverte ces derniers mois ne peut produire des effets durables sans une mise en œuvre structurée. Les décisions associées à Ibrahim Traoré ont créé une impulsion politique, mais leur portée dépend désormais de la capacité à transformer cette orientation en mécanismes concrets, lisibles et mesurables. Le premier levier concerne le renforcement administratif. Les institutions chargées de la gestion des ressources naturelles et des partenariats extérieurs doivent disposer de compétences techniques accrues et de procédures claires. La réussite de cette étape se mesure à la stabilité des décisions, à la transparence des processus et à la réduction de la dépendance opérationnelle vis-à-vis d'acteurs extérieurs. Le deuxième levier porte sur la renégociation des partenariats économiques. Il ne s'agit pas de rompre systématiquement les relations existantes, mais de les rééquilibrer afin que les retombées locales deviennent visibles.
L'indicateur central reste la part de valeur captée localement dans les chaînes de production liées aux ressources stratégiques. Le troisième levier touche à la sécurité régionale. La protection des zones sensibles, notamment minières, nécessite une coordination accrue entre États voisins. Cette coopération vise moins l'isolement que la limitation des interventions susceptibles de fragiliser les équilibres locaux. La continuité opérationnelle devient ici un critère clé. Enfin, le cadre régional constitue un multiplicateur. Les choix du Burkina Faso influencent déjà les calculs de pays voisins. En structurant des positions communes, les États du Sahel peuvent accroître leur capacité de négociation face aux pressions internationales. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré incarne moins une solution unique qu'un point de départ autour duquel s'organisent des dynamiques collectives. Dans les zones frontalières évoquées plus tôt, là où des agents locaux racontaient l'élargissement progressif de leur marge d'action, un fil conducteur apparaît avec plus de netteté. La reprise en main ne tient pas seulement à des décisions nationales visibles, mais au sentiment diffus que les choix cessent d'être imposés de l'extérieur. Les transformations, souvent décrites à l'échelle macro, prennent ici un visage concret et humain. Dans cette transition, Ibrahim Traoré n'est plus seulement une figure médiatique ou diplomatique. Pour beaucoup d'acteurs de terrain, il devient un repère symbolique d'un moment où les règles semblent enfin discutables. Les pratiques quotidiennes changent lentement, des procédures se simplifient, des arbitrages se font plus près des réalités locales et la responsabilité s'ancre davantage d'aller dans le pays lui-même. Ce rappel au terrain montre que la stabilité ne se décrète pas. Elle se construit à partir de gestes répétés, parfois modestes, mais alignés sur une volonté commune. Les recompositions régionales, aussi complexes soient-elles, reposent sur ces ancrages silencieux qui redonnent du sens à l'action publique. La dignité avance lorsque le terrain la porte. Là, à mesure que le Sahel redéfinit ses équilibres, une évidence s'impose progressivement. Les choix opérés aujourd'hui ne concernent pas seulement une région souvent réduite à ses crises. Ils interrogent la manière dont le monde aborde la souveraineté, la valeur des ressources et la légitimité des décisions prises loin des centres traditionnels de pouvoir. Suivre cette séquence ne signifie pas adhérer à une position politique particulière. Cela implique plutôt d'accepter la complexité des trajectoires africaines, de reconnaître que les dynamiques locales peuvent produire des effets globaux et de refuser les récits simplifiés qui figent des réalités en mouvement. Les décisions associées à Ibrahim Traoré rappellent que l'Afrique n'est pas un simple théâtre d'influence, mais un espace où se construisent des choix structurants pour l'avenir énergétique et économique mondial. Chacun peut contribuer à cette compréhension, en partageant des analyses nuancées, en valorisant les voix du terrain, en questionnant les cadres hérités plutôt que de les considérer comme immuables. La séquence ouverte au Sahel n'est pas close. Elle invite à observer, à débattre et à réfléchir collectivement. Et vous, comment imaginez-vous la place de l'Afrique dans l'équilibre mondial qui se dessine?